de l'actualité ce 30 novembre 2020 au Gabon, l'Union nationale, le parti d'opposition qui prépare déjà la présidentielle de 2023, va tenir son congrès le week-end prochain. Au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires des élections législatives. Et selon ces résultats, le parti du président Kaboré n'a pu obtenir la majorité absolue. Et puis le Niger veut doubler les effectifs de son armée pour faire face au djihadisme, qui est une lutte de longue haleine, selon le ministre nigérien de la Défense. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En 10 ans, la révolution et l'instauration de la liberté d'expression ont transformé le paysage médiatique tunisien. Des blogueurs censurés sous Ben Ali ont désormais des sites d'information ayant pignon sur rue et la chaîne publique Watania nationale accueille des débats politiques pluralistes à l'antenne, et ce, après des décennies de propagande sous la dictature. Avant la Révolution, on était des activistes contre principalement la dictature, mais spécialement contre la censure de Ben Ali. Après la Révolution, on est devenu un média engagé aux causes qu'on défendait avant, les libertés civiques et les droits de l'homme. Nous pouvons traiter des sujets qui fâchent, des sujets comme la justice transitionnelle, comme le suivi des mouvements contestataires et des mouvements sociaux, la dénonciation des effets de certaines industries sur l'environnement, mais également la dénonciation toujours des abus policiers, de la répression policière, etc. Donc nous traitons ces sujets-là, nous estimons qu'ils sont des sujets très importants, voire déterminants, parce que dans d'autres médias tunisiens, il y a les contraintes relatives à la censure économique et la différente pression des lobbies d'affaires, mais il y a aussi des restrictions relatives à des questions politiques qui relèvent des intérêts des patrons de ces médias aussi. Il n'y a pas de texte de loi ou de... mais ici, nous choisissons totalement librement nos sujets en fonction de notre ligne éditoriale et des thématiques qu'on traite d'une manière récurrente à Naouet. On a passé de la phase de média gouvernemental vers un média public. Maintenant, on tend à consolider notre expérience dans cette nouvelle approche qui est vraiment nouvelle pour le journaliste, pour le directeur, pour le rédacteur en chef et tout ça. Donc, c'est la phase maintenant de la stabilité. Maintenant, c'est une ligne qui est relative au service public. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la proximité, c'est les citoyens. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un journal télévisé sur une chaîne télévisée publique, qui est un journal qui est suivi par plus de 2 millions de téléspectateurs. Au Gabon, l'Union nationale, le parti d'opposition va tenir son congrès le week-end prochain. Le parti, qui compte un député et 150 élus locaux, prépare la prochaine élection présidentielle de 2023 et son congrès va rebattre les cartes du paysage politique au Gabon. Créé après la contestation de la victoire électorale d'Ali Bongo en 2009, le parti d'opposition, l'Union nationale, va tenir son congrès le week-end prochain. Considéré comme la première force de l'opposition gabonaise, le parti a été affaibli par 4 années d'interdiction décrétées de 2011 à 2015 par le gouvernement parce que son secrétaire exécutif de l'époque, André Mbaobam, s'était autoproclamé président de la République. Le parti, qui compte un député et 150 élus locaux, prépare la prochaine élection présidentielle de 2023 et son congrès va rebattre les cartes du paysage politique au Gabon. Ce congrès sera également l'occasion pour le président du parti, Zakari Miboto, de prendre sa retraite politique. En poste depuis la création de l'Union nationale en 2009, il ne peut faire plus de 2 mandats. Âgé de 82 ans, il affirme que c'est une bonne opportunité pour sortir par la grande porte. Zakari Miboto est entré en politique à 26 ans en 1964 après le coup d'État contre Léon Mba. Il a été l'éminence grise du Parti démocratique gabonais d'Oma Bongo. Il est resté 2 décennies au gouvernement avant de claquer la porte en 2004 pour rejoindre l'opposition, dont il est l'une des figures tutélaires. L'enjeu de ce congrès de l'Union nationale, c'est donc l'élection du successeur du vieux leader. Aucun candidat déclaré à ce jour, mais dans les coulisses, les postulants sont nombreux.
le futur président du parti jouera un rôle important lors de la présidentielle de 2023. Au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé ce week-end les résultats provisoires des élections législatives. Quoi qu'en tête, le MPP, le parti du président réélu Roch Marc Christian Kaboré, n'a pu obtenir la majorité absolue. Le reportage pour plus de précision. Monsieur Kaboré Roch Christian Marc. Victorieux de la présidentielle dernière avec 57,87% des voix dès le premier tour, le MPP de Roch Marc Christian Kaboré rafle également la mise pour les législatives avec 56 sièges. Et tient donc la dragée haute aux autres formations en lice, mais sans pour autant obtenir la majorité absolue fixée à 64 sièges. Le parti du président Kaboré est donc contraint à travailler à consolider son alliance avec les autres partis membres de l'alliance présidentielle. Venu en deuxième position, le CDP de Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès, rafle 20 sièges. Le fauteuil de chef de file de l'opposition pourrait ainsi revenir de fait à Eddy Komwego. Le Nouveau Temps pour la démocratie, un parti membre de la majorité présidentielle, crée la surprise en emportant 13 sièges. L'UPC de Zéphirin Diabré, l'actuel chef de file de l'opposition, chute et se retrouve en quatrième position avec 12 députés. L'Union pour la Renaissance, mouvement sankariste, présidé par Benewende Stanislas Sankara, gagne 5 sièges selon ses résultats, tous provisoires pour l'instant. Pour une toute première participation, le mouvement pour le Burkina du futur gagne 4 sièges. L'ADF, RDA, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité et le Parti pour le développement et le changement remportent chacun 3 sièges. Quant au mouvement Agir Ensemble, qui a soutenu la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle, il obtient 2 sièges de députés. Sur les 126 partis, formations et regroupements d'indépendants qui étaient en lice pour les 127 sièges de députés, seulement 15 ont pu obtenir au moins un siège. Ce journal se poursuit, je le disais en titre. Le Niger veut doubler l'effectif de son armée pour faire face au djihadisme. C'est ce qu'a affirmé Issoufou Katambe, le ministre de la Défense, ce week-end devant le Parlement à Niamey. Les effectifs de l'armée du Niger qui combat depuis des années les groupes djihadistes devraient passer de 25 000 actuellement à au moins 50 000 dans les 5 prochaines années. Une armée, il faut au moins 50 à 100 000 ou 150 000 éléments. Et nous sommes à 25 000 hommes seulement, raison pour laquelle le président Mahamadou Issoufou a pris l'engagement que ce chiffre soit multiplié d'ici 5 ans, a déclaré Issoufou Katambe, le ministre nigérien de la Défense. Il a fait cette déclaration lors de l'adoption d'une loi visant à valoriser les conditions de vie et de travail des forces armées nigériennes, tout en assurant que les dispositions sont en train d'être prises pour atteindre cet objectif. Le ministre de la Défense a précisé que la décision de porter à 50 000 hommes les effectifs de l'armée entre dans le cadre du combat contre le terrorisme, qui est une lutte de longue haleine. Issoufou Katambe a aussi annoncé une multiplication des centres d'instruction militaire dans les 8 régions du pays pour former les nouvelles recrues et une augmentation du nombre des encadreurs militaires et la création d'écoles de formation d'officiers et sous-officiers. Une école d'état-major sera également ouverte en janvier 2021. En outre, l'âge de la retraite pour les militaires de rang a été repoussé de 47 à 52 ans. Dans sa lutte contre les islamistes armés, le Niger bénéficie du soutien logistique en matière de formation de la France, des États-Unis et de l'Italie. Selon l'ONU, les attaques djihadistes souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ont fait 4 000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019. Pour finir cette édition, les étrangers étudiants en France subissent de plein fouet les inconvénients des restrictions dues au nouveau coronavirus. Plusieurs d'entre eux, manquant même de quoi s'alimenter, se tournent vers les Restos du Cœur. Reportage. Retour de course pour Jesus Alejandro. Sauf que cet étudiant n'a pas été au supermarché, mais au Resto du Cœur. Le Vénézuélien de 24 ans, arrivé en France à Paris à la veille du premier confinement, a perdu son petit boulot dans un fast-food. Alors aujourd'hui,
son chômage partiel et son allocation logement ne lui suffisent plus pour vivre. Mon loyer est de 777 € ici à la Maison des Arts et Métiers et je reçois l'aide de la CAF qui est de 308 €. Mais en plus, je dois envoyer de l'argent à ma famille parce que c'est mon obligation morale d'aider mes parents, mes frères. Après cela, il ne me reste plus qu'environ 120 € par mois. Amna aussi a dû se résoudre à s'approvisionner au Resto du Cœur. Mais comme beaucoup d'étudiants dans la précarité, elle préfère ne pas y être filmée. Ingénieure en génie civil, la jeune Tunisienne a vu tous les chantiers suspendus pendant le confinement et a fini par accepter un poste de caissière en supermarché. Mais à 29 ans et après 10 années d'études, elle supporte très mal ce déclassement. Mes amis m'ont aidé un peu par des petits moyens, genre 20 €, 30 € pour manger, quoi. Quoi d'autre? J'ai pris un autre prêt bancaire, mais ce n'était pas un prêt étudiant, avec un taux d'intérêt de 10%, parce que j'étais obligée. Et la banque, ils ont profité de cette situation. Laisser entrer les Restos du Cœur pour aider les étudiants, c'est du jamais vu à la Cité internationale. La fondation privée, presque centenaire, accueille 6 000 étudiants, dont 80% d'étrangers, souvent avec des parcours d'excellence. Nous avons identifié près de 800 étudiants qui sont en difficulté et en demande d'aide, ce qui est bien plus important que ce qu'on connaît en temps normal. On peut dire qu'il y a environ 4 à 5 fois plus d'étudiants qui sont en situation de précarité aujourd'hui à la Cité internationale. Conscient de cette précarité croissante, le gouvernement vient d'annoncer de nouvelles mesures d'urgence pour les étudiants. La Cité internationale promet elle aussi qu'elle va multiplier ses aides. Mais ses finances s'en ressentent. Alors, pour la première fois de son histoire, elle lance un appel aux dons auprès du grand public. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.